professeur, on s'est déjà rencontré 2 fois pour parler de la CEDEAO pendant qu'elle était vraiment en crise. Finalement, de manière presque irrésistible, elle a fini par imploser et elle est amputée de 3 de ses membres, le Burkina, le Mali et le Niger. Alors, ça c'est du passé. Maintenant, quel est l'avenir de cette organisation supranationale? Je sors d'une réunion de 2 jours organisée par African Jom Center de Aluntine avec des sommités, des gens de grande expérience. Et on a débattu, discuté des jeunes qui ont une vision extrêmement intéressante et importante. Et ce que j'ai retenu d'un participant, en l'occurrence le professeur Alim Sall, il disait au fond que la crise est consubstantielle à l'évolution des grandes entités, que ce soit des entités politiques, des entités multilatérales, des dimensions. Mais ce qu'il faut, c'est partir de ces crises pour bâtir quelque chose de plus fort et de nouveau. Aujourd'hui, le multilatéralisme partout est en crise, Nations Unies partout. C'est-à-dire que nous sommes dans un monde en plein bouleversement. Et moi, je ne désespère pas. Par exemple, ce que j'ai le plus de regretté, j'ai regretté 2 choses dans cette affaire de la CEDEAO. J'ai regretté le fait que ce soit les Français qui étaient impliqués, les ministres français, ou les autorités au sein de la commission de la CEDEAO, leurs discours ont envenimé la situation où on a assisté à au fait que les Maliens se battent. Je disais toujours que les Français ne connaissent pas la mentalité du Bambara en général. Premièrement, ça je l'ai beaucoup regretté. La deuxième chose que j'ai regrettée, c'est que les autorités maliennes, burkinabées comme nigériennes, ne devaient pas sortir sans avoir consulté les citoyens, sans avoir tenu un référendum par exemple, ou aller dans le sens d'un débat parlementaire et même un débat au sein du Parlement de la CEDEAO. Ça veut dire que nos institutions doivent être revues et réadaptées par rapport à... C'est-à-dire qu'il faut une autonomie de plus en plus grande de nos institutions, mais il faut aussi qu'au sein de la communauté, que surtout les gens de la société civile qui sont parfois promis à des postes stratégiques, qu'ils partent aussi avec les idées de la société civile, mais pas toujours avec les idées des entités politiques. Ça, c'est 2 choses que j'ai regrettées. Ce que je veux dire maintenant, il faut se tourner résolument vers l'avenir. Se tourner vers l'avenir, ça veut dire, je ne désespère pas que ces pays reviennent à la CEDEAO. Parce qu'on a besoin, déjà rien que la circulation des personnes. Comment voulez-vous qu'on applique la radicalité face à la circulation des personnes et des biens? Comment voulez-vous qu'on applique la radicalité? Parce que les pays ont besoin les uns des autres. Absolument. Ceux qui n'ont pas d'ouverture sur la mer ont besoin des pays qui ont une ouverture sur la mer. C'est un pays, comment détacher le Sénégal du Mali? C'est impossible. Donc on va aller peut-être vers des relations bilatérales qui vont, à mon avis, petit à petit, remettre ces pays dans le multilatéralisme. Et la CEDEAO est une entité extrêmement importante pour nous, même parfois plus que l'Union africaine. Il nous faudra aussi revoir les textes, mais moi je crois que l'avenir viendra essentiellement de la société civile. Ce sont les citoyens qui vont dire qu'eux, ils vont rester dans l'entité. Déjà, rien que tous les problèmes que nous rencontrons ici et maintenant, comment voulez-vous qu'on les règle si nous tournons le dos véritablement à l'intégration? Ce n'est pas possible. Et moi, je suis vraiment d'avis qu'on va y revenir, et j'ai bon espoir qu'avec la pression qui vient à la fois, mais il faut, et je le dis toujours, un mouvement intellectuel puissant, fort, et un leadership capable de porter ce besoin de transformation. Je pense que eux aussi, les pays de l'AES, ils le sentiront qu'il est nécessaire qu'ils soient ensemble, de même que les pays de la CEDEAO sentiront qu'ils ont besoin également de ces pays-là. Maintenant, ils ont adressé un certain nombre de reproches à la CEDEAO. L'un des principaux reproches, c'est de dire qu'ils ont tendance à recevoir leurs
ordres de Paris pour exécuter, notamment quand la France s'était montrée volontaire pour apporter de l'appui pour attaquer le Niger. Elle avait même manifestement prépositionné des forces. Ça, je trouve que ça aurait été extrêmement grave si, par exemple, un pays comme le Sénégal, d'autres pays, avaient mobilisé leurs troupes pour aller, disons, déloger le président Tchani, le président Ankar Bazoum, etc. C'est-à-dire tout ce qu'on ne peut pas obtenir par la négociation et les discussions, on ne peut pas l'obtenir par la force. Parce que vous savez, chaque État se targue d'être un État souverain. Un État souverain. Et après tout, si on en est arrivé à cette crise, c'est parce qu'il n'y a pas eu de négociation. Moi, je prends toujours le cas du Mali. Je me dis, on aurait pu ne pas arriver à cette extrémité. Si au Mali, quand il y a eu le mouvement populaire dirigé par Choguel Maïga et Imam Dicko, à un moment donné, ils auraient dû s'arrêter et négocier une transition avec Ibrahim Boubacar Keïta. Ils ne l'ont pas fait, ils ont poussé le bouchon très loin et voilà le résultat, on s'est retrouvé avec des militaires. Des militaires. Parce que les gens ne sont pas, à mon avis, suffisamment politiques. Ils ne pèsent pas le pour et le contre. Où se trouve l'intérêt de leur pays, l'intérêt de leur peuple, l'intérêt de leur société. C'est ça. Ils n'ont pas été assez politiques de mon point de vue pour résoudre ce problème. Mais avant d'espérer que la CEDEAO se reconstitue, que les 15 États se retrouvent ensemble, est-ce qu'il ne faut pas que la CEDEAO se reforme en profondeur? Absolument. C'est devenu un impératif catégorique. Oui. La CEDEAO doit se réformer en profondeur. Et il faut qu'on arrête, à mon avis, dans les institutions, de ne mettre que des politiques. Quand un État veut caser quelqu'un, on le met et on ne sait même pas si la personne correspond véritablement à ce qu'il faut à l'instant pour moi. Il faut, à mon avis, qu'on aille un peu vers un système. On ne peut pas exclure le politique, mais il faudra mettre des gens capables de porter les changements, les nécessités, les besoins de changement et qui sont capables aussi de négocier avec les chefs d'État. Mais professeur, il faut aussi qu'il y ait un traitement équitable entre les différents pays. Absolument. Parce qu'apparemment, il y a des coups d'État dont la CEDEAO ne se préoccupe pas. La Guinée, quelle pression la CEDEAO a mise sur la Guinée? Absolument. Je crois que chat échaudé crée le froid. Comment on dit? C'est ça. Et ce qui se passe, c'est que peut-être ils se disent que si nous braquons aussi la Guinée, ça va être un autre pays qui va sortir. Je crois que là, ils sont devenus un peu plus prudents de mon point de vue. Mais le problème est que la Guinée-Bissau aujourd'hui est en crise. Voici. On dit que son pouvoir s'arrête aujourd'hui, non? Et je crois qu'il faut quand même qu'on ait à la tête de nos États de vrais patriotes. Des gens qui sont prêts, Jean Nyerere et compagnie, qui sont prêts à sacrifier leurs propres intérêts à eux au profit de la collectivité. Et c'est ça qui manque. C'est-à-dire les gens, ils ne pensent qu'à leur pouvoir, à mettre la main sur tout, mais il faut que ça cesse. Il faut de vrais patriotes, des gens qui sont prêts au sacrifice ultime pour le bien-être de leur pays, de leur peuple et la continuité de l'État tel qu'on le conçoit. Je pense aussi qu'il y a un problème de respect des institutions. Bon, il y a également la malgouvernance, la corruption qui entre en ligne de compte, mais surtout la question des institutions. Dans certains pays, c'est comme en Guinée, c'est parce que Alpha Condé voulait un troisième mandat. Dans d'autres pays, c'est parce que... Voilà, mais ces gens se sont dit qu'ils se sont battus pour la démocratie. Et c'est ceux qui se battent pour la démocratie qui sont les premiers à tordre le cou à la démocratie. Professeur de droit. Après aussi... bon, parce qu'il y a toujours les gens de leur entourage qui leur disent écoutez, etc. Et le pouvoir, je crois qu'une fois qu'on est au pouvoir, on perd un peu le nord, on perd la tête, etc. Ouattara avait fini son deuxième mandat, il s'est octroyé grassement un nouveau mandat. Et là, les élections arrivent, il n'a pas encore clarifié sa situation. Non, il va prétendre à un quatrième mandat, vous voyez un peu. Mais là, la CEDEAO ne dit rien. Quand leur club, les membres de club tripartite, les constitutions, ils ne disent rien. Ça doit être un point de rupture au sein de la CEDEAO. C'est-à-dire, la CEDEAO doit être... Parce qu'il y a beaucoup de choses intéressantes qui se font dans la CEDEAO, mais qui ne sont pas visibles en raison de la prééminence des chefs d'État sur le reste de la CEDEAO. Il faut aller vers les entités plus démocratiques,
Parlement de la CEDEAO, la Cour de la CEDEAO, les groupes de citoyens, etc. On doit construire la CEDEAO des peuples à partir de maintenant. Et les chefs d'État doivent respecter, à mon avis, leur signature. Pourquoi en Afrique, la signature n'a pas d'importance? Une fois qu'on signe, après on foule au pied cette signature. Il faut qu'on arrête ça. Alors,